La vie sociale est parfois parsemée de malentendus. Et un de ceux qui me font le plus souffrir, c'est d'être présenté comme un amoureux de la langue française, comme le défenseur de cette belle langue. Et lorsque ça m'arrive, je me sens obligé de me défendre d'être un défenseur, et pour ce faire, j'opte pour la provocation en disant que cette langue ne m'intéresse pas. En effet, ce qui m'intéresse, ce qui mérite mes soins, ce n'est pas la langue, mais ceux qui la parlent. Défendre les usagers, les défendre comme travailleurs, comme écoliers, comme artistes, comme amis, comme frères et sœurs, comme enfants, voilà ce qui compte à mes yeux. Et je résumerai cette position en une seule formule: la langue est faite pour le citoyen et non le citoyen pour elle. Ça semble aller de soi. Eh bien non. Car la francophonie, européenne surtout, mais le Québec n'est pas complètement à l'abri de ceci, est volontiers habitée par une conception de la langue que j'appellerais essentialiste. Dans cette conception, c'est la langue elle-même qui exprime ses propres valeurs esthétiques autant qu'éthiques. Certains n'hésitent pas à dire que le français véhiculerait nécessairement des valeurs humanistes simplement parce qu'il est le français. Ne nous a-t-on pas dit et redit que c'est la langue des principes de 1789 ? Lors du 50e anniversaire de l'ONU, celui qui en était à l'époque le secrétaire général n'hésitait pas à dire: le français est dans la mémoire des peuples une langue non alignée, je dis parfois subversive, la langue de la révolte contre l'injustice, la tolérance et l'oppression. Il suffit de penser à quelques épisodes coloniaux violents, à des mouvements politiques si français et si peu tolérants, à certains moments très noirs de l'histoire de nos pays, pour nous convaincre combien de tels propos sont vains, sinon mensongers. Mais ils continuent imperturbablement à s'énoncer dans des discours qui prennent souvent une tonalité religieuse. La conception essentialiste de la langue se décline en deux thèmes. Elle fait voir la langue sous deux espèces. D'une part, elle fait voir la langue dans son unicité et non pas dans sa diversité, et de l'autre, elle la fait voir dans sa spécificité et non dans sa généricité. Je m'explique. Dans son unité, c'est le mythe de l'existence d'un français unique. Mythe parce qu'il en va du français comme de toute autre langue. Il n'existe pas plus que l'anglais ou l'espagnol. Ce qui existe, ce sont des Français, des Espagnols, des Anglais. Tout ceci, comme l'a d'ailleurs rappelé pour le français l'important colloque organisé par Conrad Wellon et le Conseil supérieur de la langue française à Québec en septembre dernier. Cette pluralité interne de la langue n'a rien d'étonnant. Les langues doivent en effet permettre à leurs usagers de rencontrer tous les instruments dont ils ont besoin. Et ces besoins sont vastes. Ils ne se laissent pas enfermer dans la dichotomie dont on vient de reparler entre fonction identitaire et fonction instrumentale. Communiquer, travailler, enseigner, séduire, ressentir, tromper, réfuter, agir, se situer, jouer ou classer toutes ces fonctions. Devant remplir 1000 fonctions, 1000 missions, les langues exhiberont donc fatalement à leurs observateurs des visages changeant à l'infini. Cette variation de la langue est donc quelque chose qui est banal. Pourtant, mettre cette variation en évidence est toujours ressenti comme scandaleux, tant elle est refoulée dans les consciences par cette démarche